Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, dans cette petite vidéo un peu spéciale, parce que ce soir il ne s'agit pas de vous parler d'un point météo classique, comme j'ai l'habitude de faire sur les tendances à moyen terme ou même à court terme, là on va plutôt parler de El Niño. Et oui, parce que El Niño, on en parle de plus en plus sur nos chaînes YouTube et même sur les sites météo, on en parle de plus en plus, aussi bien les météorologues professionnels que les météorologues comme nous un peu plus amateurs en parlent beaucoup dernièrement sur leur chaîne ou sur leur site météo, parce que oui, El Niño se met en place petit à petit, on commence tout doucement à avoir les premiers effets qui se réveillent donc à travers le globe. Alors, concrètement, déjà, il y a quand même quelques petites choses à savoir avec El Niño. C'est des eaux qui ont tendance donc à se réchauffer sur la partie qui est pacifique, en particulier. Voilà, c'est les eaux du Pacifique qui ont tendance à, à chauffer, donc. Et ça a plusieurs. Alors, globalement, les impacts sur l'Europe, quand même, restent pas très prépondérants et encore moins sur la France. On va quand même pas se mentir. C'est un peu le Joker, tout ça. On peut pas se dire que vraiment il y a des impacts très concrets non plus sur la France et sur l'Europe. Il faut se dire la vérité, et encore moins sur la France de toute façon. Mais globalement, quand même, en période El Niño, c'est généralement des conditions plus chaudes autour du globe et autour de notre pays aussi, de la France, donc. Et c'est aussi des conditions qui sont quand même généralement plus humides aussi. Petit à petit, c'est une domination également plus humide des précipitations. Alors, l'évolution en fait de tout cela a aussi un atout sur les orages, parce que généralement, dans les phases El Niño, souvent les débuts de saison orageuse, donc c'est-à-dire la période en fait en France qui s'étage surtout d'avril à juin, moi j'appelle ça le début de saison orageuse, d'avril à juin, est généralement donc assez mou. Et ensuite, on a tendance à voir que en fin de saison, à partir d'août notamment, jusqu'à septembre, voire octobre, parfois jusqu'à mi-octobre, on peut avoir de belles dégradations tardives orageuses. Ça, c'est un premier point. Et ça, statistiquement, j'ai vu ça hier avec Météo 37 qui m'a partagé ça en privé. Sur les groupes Facebook, qui m'a partagé ça en privé. Et c'est vrai qu'à part 1989, si je me souviens bien, je crois que c'était cette année-là, et 2003, et bien globalement, quand on commence une saison orageuse très molle, quoi, qui n'est pas très intéressante, un peu comme ce que nous, on a vécu finalement cette année, bah, globalement, la suite est mieux. Voilà, est plus favorable. Alors bon, vous allez me dire maintenant, avec le climat qui change, c'est vrai, finalement, on n'est pas à l'abri de surprises non plus. Il y a quand même des évolutions de plus en plus nettes au fil du temps. Mais statistiquement, on peut se dire que globalement, quand on commence une année orageuse assez timide, voire nulle, en début de saison, bah, généralement avec le El Niño, ensuite, ça devient petit à petit plus humide ensuite et plus orageux. Voilà, ça serait un peu ça, la thématique notamment de notre pays. Par contre, pour la saison automnale et hivernale, c'est plus complexe, c'est plus compliqué. On a parfois des phases El Niño qui n'ont pas donné grand-chose en France, finalement, en France métropolitaine. Et on a eu des phases El Niño qui ont gâché complètement les hivers, soit parce qu'ils étaient très doux et secs, ou soit parce que finalement ils étaient, oui, humides, il y avait de l'humidité, il y avait des pluies, mais il n'y avait pas de tempête, par exemple. Mais on peut donc aussi se dire, par coup du hasard, par coup du sort, un peu, par coup, voilà, que statistiquement, quand même, dans les phases El Niño, on retrouverait donc de toute façon en Europe des hivers doux. Généralement, c'est quand même plus doux. Ça a tendance à être plus doux. Le froid, à contrario, est plutôt vers l'Amérique du Nord. Mais nous, à contrario, c'est plus les vents zonaux, les vents zonales qui sont présents, qui ramènent l'humidité atlantique. Et parfois, même, quand on a de très bonnes configurations, avec un jet stream très en forme, etc., etc., vraiment les ingrédients qu'il faut pour pouvoir former une tempête, bah, avec un peu de chance, on a des chances de tempête. Voilà, bon là je vous parle de tout cela comme ça, c'est absolument pas pour faire une prévision pour l'automne ni pour l'hiver, parce qu'on aura bien l'occasion d'en reparler de toute façon au fil des semaines, au fil des prochains mois, parce qu'il y aura peut-être quelques évolutions aussi quand même dans cette phase, mais c'est pour vous dire que ça se met vraiment en place, ça commence à se mettre en place, c'était prévu de toute façon que ça se mette en place au cœur de l'été, on arrive au cœur de l'été, donc c'est normal que ce El Nino s'active petit à petit.
Il y a beaucoup de scénarios qui voient un scénario de super El Nino. Il faut aussi se le dire, hein. Il y a de plus en plus de scénarios qui voient donc cette option de super El Nino. Ça serait vraiment quelque chose de pas anodin parce que ça activerait quand même tous les extrêmes globalement dans le globe sur un climat qui est déjà vraiment en train de changer. Donc, bien évidemment, ça serait quand même encore dommageable. Il y aurait sûrement d'autres catastrophes, hein, même cet automne, hein, et cet hiver, qui pourraient, pourquoi pas, surgir à travers le monde. Là, je ne parle pas que de l'Europe, hein, et je ne parle pas, et je parle encore moins de la France, je parle plus à travers l'Europe, hein, je parle plus autour de nous. Je ne parle pas que de la France, là c'est international un peu, c'est pas mondial, mais c'est international ce que je vous fais comme analyse. Donc voilà, ça sera à repréciser, ça sera à revoir, hein, les différentes possibilités. En tout cas, on semble quand même s'orienter vers un El Nino sérieux, donc a priori, on s'orientera vers des prochains mois encore souvent au-dessus des moyennes sur l'Europe. Ça ne veut strictement pas dire quoi que ce soit, encore une fois, je le répète quand même, en majorité pour l'hiver, parce qu'on peut très bien, même si on a une phase d'hiver doux, voire très doux, avoir une évolution plus froide qui s'immisce entre, bien sûr, ce système plus doux. Mais c'est vrai que, globalement, dans une année El Niño, ça semble quand même compliqué d'avoir des hivers vraiment froids, hein, à travers l'Europe. Il faudrait vraiment... voilà, c'est rare, hein, ça reste très rare. Généralement, quand c'est El Niño, c'est des hivers plus doux. Donc cette année, sauf surprise de taille, il ne faut pas s'attendre quand même à avoir, encore une fois, un hiver froid, hein. De toute façon, hein. C'est quasiment sûr, ça. On peut presque le dire déjà à 90%, en tout cas à l'échelle de l'Europe. Mais ce qui ne veut pas dire, donc, encore une fois, je le répète, qu'il n'y aura quand même pas une période plus intéressante, hein, et plus froide. Généralement, si statistiquement on peut en déduire quelque chose de très léger, très minime, c'est plutôt en fin d'hiver, dans les périodes El Nino, que c'est plus intéressant qu'au début de l'hiver. Voilà, si on veut en tirer quelque chose, parfois c'est vrai que ça peut arriver qu'on a la période un peu plus intéressante, mais qui se produit plutôt vraiment au milieu ou fin d'hiver, hein, même, dans certains cas. De toute façon, on suit ça de près, il y aura des surprises sans doute dans ces prochains mois. Je peux vous dire qu'on va être, à mon avis, moi je le sens, on va avoir de grosses surprises ces prochains mois, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens, parce qu'on a vécu vraiment une situation, un été historique en termes de sécheresse. Ça m'étonnerait qu'on parte sur un automne et un hiver où il n'y aura pas des surprises. Voilà. Espérons que ce soit des bonnes surprises, bien évidemment, hein, et qu'on n'aille pas dans une continuité quand même de plus. Enfin, dans certaines régions où ça continuerait encore à être très sec, bien sûr. Ça, il ne faut pas l'espérer, il faudrait que ça s'équilibre. C'est vrai que dans mon analyse que je vous avais fait il y a quelques jours, moi, je ne change pas trop mon option. D'après moi, ça va être surtout humide au sud ces prochains mois, hein, et ça serait plus sec au nord de la Loire, au plus près des hauts géopotentiels, hein, qui circuleraient peut-être plus au nord de nouveau, un peu comme ces dernières années finalement. On a tendance à voir que les hauts géopotentiels s'immiscent plus longtemps sur la partie nord que dans la partie sud. Mais je vous ai dit, tout cela est à prendre avec très très grande prudence. C'est tout simplement parce que je m'intéresse bien au long terme et aux évolutions climatiques actuelles que j'aime en parler. Mais c'est absolument pas une prévision, je le répète encore une fois, hein. C'est simplement quelques analyses très lointaines pour l'instant et qui ne sont pas encore très fiables, hein, très fondées. Il y a encore des recherches à faire et pour cet hiver, je referai beaucoup plus de recherches. Mais quand ça sera le moment, c'est-à-dire en novembre, pas avant, parce qu'on ne peut rien déduire pour l'instant, hein, de l'hiver prochain de toute façon. Donc je trouve ça inutile des gens qui mettent des cartes déjà pour l'hiver prochain, qui sont sûrs à 100% de ce qui va se passer, parce qu'un scénario doux ne veut pas forcément dire, hein, même s'il est majoritaire, qu'il peut pas y avoir une petite partie de l'hiver un peu plus sympa et un peu plus froide, même en période d'El Nino, c'est possible. Allez, sur ce, bonne soirée à toutes et tous et à bientôt. Merci.